il a certainement fait des routes rurales. On pourrait y revenir. Hein. J'ai vu la route. Oui. J'ai vu la route qui mène vers Dodi. Nous allons parler un peu de votre programme, si vous le désirez, Monsieur le ministre. Dans ce programme que vous proposez aux Sénégalais pour qu'ils votent pour vous, il y a 3 axes majeurs: la refondation de notre démocratie et la moralisation de la vie politique et publique, la lutte contre le chômage de masse, la modernisation de notre économie et la remise sur pied de notre système éducatif, l'accès universel aux services et infrastructures de base et de qualité, santé, éducation, eau, assainissement, transport, gestion des déchets, sécurité. On a l'impression que c'est du déjà entendu, Monsieur le ministre. D'abord, vous avez peut-être omis l'essentiel, c'est que le programme s'appelle Refonder notre pacte républicain. Il est inspiré par une philosophie, une vision différente. Refonder notre pacte républicain parce que, voyez-vous, je parlais tout à l'heure des populations démunies. 50% des populations de l'intérieur du pays n'ont accès à aucun service de base. Et on a l'impression que quand on leur donne accès à ces services, c'est une bonne volonté du président de la République. D'ailleurs, souvent les gens le disent, nous avons un président alors que c'est sur l'argent de ces populations que ça a été investi. Et souvent, c'est des demandes de plusieurs décennies qui impactent la vie de ces populations directement, leur santé, leur déplacement, etc. C'est pourquoi nous disons refonder notre pacte. Il faut que les citoyens, où qu'ils soient, aient un minimum décent pour vivre et un minimum d'accès à des services. Ça, c'est une vision radicalement différente. Parce qu'ici, on dit, dans 20 ans, on va éradiquer ceci. Si on a pu mettre 1000 milliards de francs de Sénégalais empruntés, que tous les Sénégalais, y compris ceux qui n'ont pas accès à l'eau et à l'électricité, vont payer, ne doit-on pas pouvoir autant investir pour éradiquer définitivement les problèmes de forage, les problèmes d'électrification rurale? Il fallait près de 200 milliards pour l'éradiquer définitivement dans le pays, l'électrification rurale. Ne faut-il pas ça? Ne faut-il pas que chaque citoyen sénégalais se dise qu'il est intégré dans une nation qui pense à lui et qui essaie de lui apporter le minimum? Voilà une des visions sur lesquelles on se fonde. Deuxième chose, mais je réponds aussi au passage à votre question en disant que si c'est du déjà vu, c'est parce que... Déjà entendu. Déjà entendu, oui. C'est parce que nous sommes restés un des pays où, en l'absence de la petite partie de Dakar, tout est à faire. Et malgré toutes les promesses qui ont été faites, peu de choses ont fondamentalement bougé. Ce n'est pas ce que dit la majorité à travers le PRODAC, le PUDC, au vu des infrastructures qui sont en train d'être développées et qui sont en train d'être inaugurées tous les jours. Je ne sais pas si vous le faites exprès ou c'est un lapsus, mais vous avez commencé votre rémunération par le PRODAC, oui, qui est symptomatique du premier chantier, parce qu'on en a 5, qu'il faut refaire pour refonder notre République. C'est-à-dire la bonne gouvernance, l'existence de l'État de droit. La possibilité d'empêcher un président de la République ou la justice ou qui que ce soit de faire obstruction à l'exercice de la justice parce que c'est des copains qui sont en cause. Vous avez bien fait de mentionner le PRODAC. C'est symptomatique des critiques qu'on avait faites avant, qu'on continue à faire pour la bonne gouvernance, la gestion sobre et vertueuse, et qui reste toujours d'actualité malheureusement pour nous. On aurait bien aimé que le pays avance ça. Mais on est obligé de constater... Mais est-ce que le pays n'a pas avancé, Monsieur le ministre? J'espère que vous n'êtes pas un nihiliste. Est-ce que des choses sont en train d'être faites ou pas? Ou des choses ont été faites ou pas? J'arrive, après je vous donne les statistiques. Allez-y, Monsieur le ministre. Donc, refonder notre République, c'est ne plus laisser à un seul homme de croire que c'est un demi-urge à qui on doit tout et qui dit « j'ai décidé, je suis inspiré », sans que l'Assemblée nationale, qui représente aussi les populations dont je parlais, de Dodi, de Goudiri, où j'ai vu une moto ambulance, c'est-à-dire une femme mise entre le conducteur et celui qui est derrière parce que la femme est trop faible pour s'accrocher au conducteur. Il y a quelqu'un d'autre qui la tenait par derrière et nous on les a mis sur une de nos pick-up. Moto ambulance, pendant qu'on choisit des investissements qui ne rapportent rien. Je dis, il faut que l'Assemblée nationale puisse jouer son rôle convenablement et puisse affecter les ressources du pays
aux priorités nécessaires pour le pays et pour les populations du pays. Et que les députés de ces zones représentent ces zones. Ce qui induit quelque chose sur leur mode de désignation. Deuxièmement, l'obstruction de la justice. Vos prédécesseurs en parlent, mes prédécesseurs à ce micro en parlaient. C'est un fait patent, constaté par tous, en fait de nihilisme. Il y a bien une justice sélective qui a tapé sur quelqu'un et qui a laissé tous les autres. Et sur le dossier du Prodac, on n'a même pas eu semblant d'exercice de la justice. Sur des dossiers autrement plus explosifs comme le pétrole, personne. C'est comme si le débat se passait au Mali ou au Botswana ou au Venezuela. Puisque vous avez un premier ministre, Abdoul Mbaye, qui dit « j'ai signé sur la base de faux », qui dit « j'ai saisi le procureur », qui dit « j'ai saisi le président de la République ». Un ancien ministre comme moi qui dit « voilà les faits que je porte. Il faut ouvrir des commissions d'enquête parlementaire. » Rien, ça veut dire qu'il faut refonder notre République. Et ça, depuis les assises, on arrête de le dire. Il y a eu des propositions concrètes. Nous nous engageons, non pas à revenir sur les propositions des assises, à l'exception du régime parlementaire, mais de les mettre en œuvre et de proposer un échéancier simple, clair et net pour les mettre en œuvre le plus rapidement possible, parce que c'est le socle de notre pacte républicain. Deuxièmement, pour ce qui concerne les infrastructures dont vous parlez, je vais ramasser ces 5 accents, mais je vais ramasser rapidement. Oui. Vous savez, j'ai quelques chiffres ici. J'aime pas venir avec des papiers, mais j'ai amené des chiffres puisque je suis pas très fort en statistiques. Vous savez, aujourd'hui, notre économie, quel que soit ce que disent les tenants du pouvoir, ils ne peuvent que dire qu'ils ont un bon raison, mais on a vu le ministre de l'économie et des finances faire des aveux. Oui. Période de soudure de 2017, 245 000 personnes entre Podor, Matam, Ranérou n'ont eu droit à leur pitance quotidienne que grâce à l'aide des bailleurs de fonds. C'était alerté, acté. Et 2017, ça vous dit quoi? C'est l'année où on devrait avoir l'autosuffisance en riz dans la vallée produite au Sénégal. Alors, on a investi beaucoup d'argent pour l'aménagement des terres. On a investi beaucoup d'argent pour l'équipement du matériel lourd, tracteurs, motopompes. Pour quel résultat? Pour une indigence dans la zone. Savez-vous, entre-temps, que la dette du Sénégal est passée de 2700 milliards en 2012 à 6300 milliards de nos jours. Est-ce que pour autant la pauvreté s'est réduite au Sénégal? Non. On a moins de 3 Sénégalais sur 10 qui ont travail au jour d'aujourd'hui. La dette donc a doublé en 7 ans, plus que doublé. L'État doit des milliards à des entreprises qui sont exsangues. Les universités privées, vous avez vu. Récemment, c'est les restaurants universitaires qui ont menacé de fermer. Tous les chantiers dans le pays qui dépendent du budget consolidé d'investissement, BCI, qui ne sont pas directement abondés par les bailleurs, tous ces chantiers sont à l'arrêt. C'est un pays à l'arrêt. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que tous les investissements qui ont été faits sont des investissements tape à l'œil, qui vise à produire un pseudo-bilan qui n'a aucun impact sur la vie du pays. Je donne un exemple symbolique simplement. Vous savez que on a réfectionné le building administratif. On a commencé en 2012 ou 2013, si je ne m'abuse. On avait dit 18 mois. 2014, ça devrait être livré. Ou 2014, je ne sais plus. En tout cas, en 18 mois, ça devrait être livré. On a commencé par dire 17 milliards. Puis aujourd'hui, semble-t-il, d'avenant en avenant, c'est autour de 39 milliards. Parallèlement, pendant 4 ans, de 2014 à 2019, on loue pour l'ensemble des services et ministères qui étaient établis au building. Donc c'est de l'argent encore parti. Et en même temps, on construit des pôles ministériels à Diamniadio où les fonctionnaires rechignent à aller parce que c'est des surcoûts de dépenses pour eux, pour leur déplacement, alors même que leurs villas et leurs enfants étudient au centre-ville de Dakar. Au total, ces centaines de milliards ou cette centaine de milliards investis, elle a rapporté quoi en termes de recettes pour rembourser les dettes qui ont permis de réaliser ces chantiers? Zéro franc. Voilà le fond du problème. Vous prenez le centre Abdou Diouf. On a emprunté auprès de la Turquie. On dit on veut le construire en 14 mois pour abriter les sommets de la francophonie.
Au total, près de 45 milliards ont été engloutis dans ce centre. Est-ce que ce centre produit des recettes, madame? Est-ce que vous pensez que ce centre produit des recettes? Et les dettes, qui va les payer? On va prendre de l'argent qui aurait dû servir à éradiquer les abris provisoires ou à acheter plus de craie ou à rééquiper nos écoles pour aller entretenir un centre qui ne sert strictement à rien. Il y a d'autres autres questions d'auditeurs. Cher Diop, merci de nous avoir donné l'occasion de poser des questions. Si le pouvoir perd les élections, Monsieur le ministre, l'idée de toute négociation de contrat de pétrole que l'État Sénégal a déjà signé n'écarte pas des poursuites judiciaires. Ousmane Noreni, bonjour Monsieur le ministre. On vous remercie de votre détermination et de votre franchise. Pouvez-vous nous donner des détails du contrat de Total sur lesquels vous n'étiez pas d'accord? On croit pouvoir y avoir accès puisqu'il s'agit de l'exploitation de nos ressources. Oui, je dois dire que, contrairement d'ailleurs à ce que le président de la République a dit, les contrats ont été publiés. Je l'ai vu au Méridien dire que la loi lui fait obligation de ne pas publier les contrats. La loi 98-05, contrat pétrolier. Or, au moment où il lui s'exprimait les contrats, et je réponds à M. Noureni, c'est ça, que les contrats sont bien sur le site du gouvernement et disponibles sur Internet. Oui. Première chose. Je me suis épanché aussi largement sur le fait que l'offre de Total était la 5e par rapport aux autres offres Sophie selon le classement qui a été établi par les services compétents de l'État, que j'ai pas fait. Et donc, voilà une des raisons pour lesquelles j'ai refusé de signer, entre autres. Mais surtout, aussi que la loi 98-05 n'a pas été suivie de bout en bout, ainsi que son décret d'application. Je voudrais dire, par parenthèse là-dessus, moi je suis très, très, très surpris que le président de la République ignore la loi. Quand il était au Méridien, il a dit devant tous les Sénégalais, vous pouvez regarder sur les sites internet, que la loi m'interdit de publier les contrats et que c'est de mon bon vouloir que j'ai publié ces contrats. C'est pas exact. La loi 98-05, en son article 34, dit entre autres choses, après avoir expliqué comment on signe et on approuve les contrats, dit que les décrets d'approbation donc du contrat et le contrat sont publiés au journal officiel. 98-05, c'est de 1998, 8 janvier 1998, ainsi que le décret d'application. Alors, pourquoi? Soit il ignore la loi, ce qui est très grave, soit il feint d'ignorer la loi, ce qui est tout aussi grave. Voilà un débat fondamental dans un pays où la classe, je ne dis pas la classe politique, parce que pour une fois, les politiques font leur job. C'est les intellectuels qui disent, ouais, c'est un débat de politiciens, ouais. Voilà un débat fondamental. Moi, je dis, et on l'a entendu, et je donne les références, que le président de la République, soit il ignore la loi, soit il feint d'ignorer la loi. Pour moi, c'est la deuxième hypothèse qui vaut. Puisque, peut-être justement, derrière les clauses de confidentialité, on veut enterrer les conditions dans lesquelles Timis sont sortis et laisser croire à l'opinion ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'argent échangé. Mais on y reviendra ultérieurement. Alors, il y a... Et deuxièmement, très rapidement, j'ai oublié une partie de votre... On va aborder les processus électoraux. J'ai oublié une partie de la question de M. Fall. Le premier à avoir posé une question. Je le remercie de son intérêt pour ces questions. Alors, est-ce qu'il est possible de renégocier les contrats de pétroliers? Oui, oui et oui. Puisque au moins 3 de ces contrats ont été établis en violation flagrante de nos lois et règlements. Et les 2 parties qui ont signé savaient qu'il y avait violation. Ce qui, je ne suis pas juriste, me laisse à croire qu'on a de très bonnes chances de dénoncer ces contrats et d'obtenir gain de cause devant n'importe quel tribunal. Parce que au Burkina Faso, un des acteurs qui est ici là, mis en cause dans notre pays, avait obtenu un contrat dans le domaine du manganèse. Les nouvelles autorités, une fois arrivées, ont non seulement réquisitionné et saisi la quantité de minerais qui était déjà produite et prête à être exportée, mais cassé le contrat. Il est allé se plaindre à l'international devant un tribunal arbitral.
cet entrepreneur-là a été débouté. Parce que vous ne pouvez pas venir dans un pays, signer un contrat entre les 2 tours de la présidentielle, antidater ce contrat à une date où vous-même, votre propre entreprise n'existait pas, 17 janvier, alors que le Petro-Tim a été créé en 19 janvier, etc., etc. Tout ce qui a été largement documenté et que les Sénégalais doivent regarder. C'est Internet, c'est dans Internet. Ouais. Et vouloir dire que vous avez le droit de votre côté. Non, vous avez la force de votre côté. Alors, nous allons terminer avec le processus électoral, le fichier... Mais on n'a pas beaucoup parlé de mon programme. Hein. Vous m'avez beaucoup noyé dans le pétrole. Je vous ai demandé des questions sur votre programme. Vous avez évoqué quelques points. On ne peut pas tout éplucher dans cette émission-là. Ce sera pour la prochaine, certainement, Monsieur le ministre. Alors, il y a une très bonne question de Mor Diop. Il vous demande, est-ce que vous êtes convaincu de pouvoir être candidat avec le parrainage? Si je n'étais pas convaincu de pouvoir être, je ne me serais pas engagé dans le processus. C'est un processus avec, je ne me serais pas, d'ailleurs je ne suis pas seul à décider. On oublie souvent que les mouvements, c'est des hommes et des femmes d'égale dignité. C'est pas moi qui suis en train de chercher le parrainage à Sédhiou ou à Kaolack ou à Podor. C'est des citoyens, c'est des militants, c'est des responsables qui y croient. Et je les salue au passage. Je dis que nous y croyons fermement. Maintenant, il y a des difficultés, c'est certain. Quelles sont ces difficultés? J'ai souvent évoqué l'utilisation massive de l'argent. Quand on évoque les difficultés, il y a des esprits malins qui sont prompts à dire oui, c'est parce qu'il pense qu'il n'y parviendra pas. Je me rappelle un journal qui, dès le 7 ou 8 septembre, disait que 2 milliards ont été mobilisés pour acheter des parrainages. Vous allez à l'intérieur du pays, vous le voyez, toute cette histoire de DR, direction à l'entrepreneuriat rapide. Ils ont confisqué, siphonné toutes les cartes d'identité dans beaucoup de zones en faisant croire aux gens que c'est pour leur obtenir des bourses. Et souvent, c'est pas eux-mêmes qui signent. Nous, à Touba, deux de nos responsables femmes, ont été victimes de tentatives de corruption, d'achat de parrainage. L'une d'elles, on a fait un communiqué là-dessus. L'une d'elles, on lui a dit, vous nous donnez, pour chaque 500 parrains, on vous donne 300 000. On n'a même pas besoin, suivez-moi bien, on n'a même pas besoin de vos fiches. On a juste besoin de copies. L'utilité, c'est pour mettre des doublons dans nos parrainages. Ce qui est pour pouvoir nous éliminer, parce que la loi, malheureusement, a introduit un cheval de Troie. C'est-à-dire que le premier qui dépose gagne le parrain. Absolument. Le second, même si c'est lui qui a eu en premier lieu, et même si l'autre a acheté. Mais monsieur le ministre, à ce jour, vous avez collecté combien de... C'est pas une information que je vais dire à la radio. Il ne vous reste plus que pas beaucoup de jours. Mais si vous voyez que nous continuons à nous activer et à y aller, c'est qu'on y croit. Oui. Vous pensez qu'on va continuer à aller par moyen, par voie, si on n'y croit pas? Deuxième chose, ça c'est important, c'était important à souligner. Deuxième chose, je crois que on joue un peu à dire qui l'aura pas, quand quelqu'un l'a pas, comme quand Maître Mame Adama Gueye, que je salue au passage, s'est retiré. Toutes sortes de colibés. La République, c'est pas ça. Il y a des hommes et des femmes qui sacrifient de leur temps, de leur énergie, de leur vie familiale, à tort ou à raison, en pensant qu'ils peuvent apporter quelque chose au pays. Il y a d'autres qui, tout en sachant et en étant dans le cœur du système, en sachant que tout ce qui est dénoncé est vrai, préfèrent se cacher derrière leur sinécure. Alors moi, je préfère, comme Sisyphe, qui était heureux en remontant chaque jour la pierre. Moi, je préfère chaque jour peiner, souffrir, pour que le pays puisse aller de l'avant, malgré tout, que d'être dans ce que Césaire disait, l'attitude stérile du spectateur. Car, comme il disait, un homme qui souffre n'est pas un ours qui danse. Et un peuple qui souffre, c'est pas un ours qui danse. Nous devons savoir tous que notre peuple souffre.
dans ses entrailles. J'ai comme l'impression d'être en face d'une personne neuve alors que vous avez été dans le système, monsieur le ministre. J'ai été dans le système, vous avez dit qu'on m'a démis une première fois. Oui. J'ai expliqué, quand même. Oui, j'ai expliqué que quand on m'a démis pour une première fois, il y a au moins 3 contrats que j'ai refusé de signer. Et le Premier ministre Abdoul Mbaye a témoigné 2 fois sur ça. Dans son livre et lorsqu'on lançait le mouvement, le 28 octobre 2016. Et il disait, 2017. Et il disait, et je disais ici ou ailleurs, que par exemple pour le contrat de l'autoroute à péage, prolongement de Diamniadio à AIBD, j'ai refusé de le signer. Ce qui a valu, dans les moments que j'ai failli démissionner, le Premier ministre Abdoul Mbaye, qui m'écoute, peut être témoin. Et il a fait un passage, allusion à cela, dans un passage de son livre Servir, page 95. Et, par ailleurs, comme je dis souvent, j'étais dans le système. J'ai défendu, chaque fois que j'ai pensé nécessaire, mes convictions profondes. Mais je n'étais pas dans le système pour profiter. J'étais quand même le directeur général de l'ARTP qui est allé voir le président de la République pour lui dire que le salaire du directeur général et son traitement en général sont exorbitants. Au total, autour de 20 millions par mois pour une personne. C'est moi qui suis allé le voir. Et c'est moi qui l'ai. Donc, je n'étais pas dans le système pour des sinecures ou pour... Et chaque fois qu'il m'est paru important de défendre les intérêts fondamentaux du Sénégal, je l'ai fait. Je peux vous parler, on va peut-être y revenir, la route Fatick-Kaolack. Oui. Tant que j'étais dans... C'est une des raisons aussi de mon limogeage. J'avais 3 dossiers comme ça, où j'ai dit niet. Alors, être dans le système ne signifie pas je suis redevable, mais comme dirait Chevènement ou je ne sais plus qui, on a aussi le droit d'inventaire. Ou c'est Jospin peut-être, le droit d'inventaire. Alors, monsieur le ministre, nous allons terminer par le fichier qui vous divise, le fichier électoral. Est-ce que vous pensez que d'ici les élections, vous allez parvenir à un consensus quand même pour pouvoir parler le même langage sur ce fichier? Voyez-vous, le président de la République semble lui-même dire qu'il n'y aura pas de consensus sur cette question, puisqu'il reporte à l'après-élection la résolution de tous les contentieux actuels et à venir au sujet des élections en esquissant une loi d'amnistie. Ce qui est fait volontairement, avouons-le. Est-ce que c'est compliqué au XXIe siècle, quand on n'a pas inventé l'informatique ni la carte d'identité biométrique, de produire des cartes d'identité biométriques et de les remettre à leur destinataire? Est-ce que c'est compliqué de donner accès à un fichier à partir de n'importe où dans le monde? C'est pas compliqué. On vous l'a quand même donné, ça se trouve au ministère de l'Intérieur. Dans quelles conditions, pendant qu'on parle de 2-3 fichiers, ce débat même confirme ce que je disais tout à l'heure, la pauvreté intellectuelle de notre élite, parce que ce débat aurait dû être dépassé. Et par parenthèse, puisque j'ai évoqué tantôt la question de la loi d'amnistie. Mais si le président pense que c'est le moment d'apporter une détente qui est bonne pour le pays, d'apaiser et d'aller vers les élections dans des conditions apaisées, pourquoi ne prendrait-il pas cette loi ici et maintenant? C'est un aveu que ce qui le préoccupe, c'est d'enfermer les personnes ou de les empêcher, les 2 personnes concernées, ou de les empêcher de participer aux élections, et après les élections maintenant, qu'ils rentrent pas, qu'elles viennent pas, qu'elles soient en prison ou pas, peu importe. Un aveu de ce que tout le monde a toujours dit. Et voilà les valeurs auxquelles on se réfère en disant République des valeurs. Nit dafa am loy jom def ak wax ak joxe ci réew. Ben. Deuxièmement, c'est un aveu que c'est pas l'argent des Sénégalais qui les préoccupe en l'occurrence. Que Karim Wade puisse rester à travers le monde, aller où il veut, quand il veut, comme il veut, mais surtout, et qu'on ait pu le mettre en prison, le gracier, sans avoir pris les dispositions nécessaires pour recouvrer notre argent qu'il a nié avoir pris. Lui, il est constant et cohérent. Je ne dis pas que je suis d'accord avec lui, mais il est constant et cohérent. Mais on le laisse partir en laissant une épée de Damoclès suspendue sur sa tête. Mais surtout,
surtout ce qui m'inquiète, moi, c'est que cette loi d'amnistie ne serait-elle pas une forme de s'auto-amnistier au passage de tous ceux qui ont mis dans Prodac, dans les contrats pétroliers et tout ça? Puisque, comme on dit en général, une loi, elle est générale et impersonnelle. Et donc, on ne dira pas, oui, M. Karim Wade ou M. Khalifa Sall, on dira tous les faits entre 2000, etc., et 2000 trucs liés à ceci, cela. Mais ça, c'est fait. Ben, il y entrera des problèmes de pétrole, les problèmes de Prodac. C'est pourquoi, et définitivement, nous disons aux Sénégalais, si vous voulez que votre pétrole reste pour vos enfants, si vous voulez que votre pétrole reste pour vous et serve à vous, si vous voulez que notre Sénégal émerge, le 24 février, faites le bon choix. Le bon choix, c'est Thierno Alassane Sall, certainement, monsieur le ministre. On n'est pas encore en campagne. On vous remercie d'avoir répondu. Merci d'avoir répondu à notre invitation, à l'invitation de Babacar Fall. J'ai essayé de sauver les meubles à quelques minutes quand même. Merci d'avoir suivi.